Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end à la une de l'actualité. Nouveau rebondissement dans l'affaire de monnaie unique, l'ECO. Cette monnaie commune à la CEDEAO connaît certaines contestations, notamment avec la réticence de 6 membres de la zone monétaire ouest-africaine. Préparation active des élections législatives et municipales du 9 février au Cameroun. Ces scrutins locaux sont déterminants pour le processus de renouvellement de la classe politique camerounaise. L'objectif est donc de s'assurer que ces élections se tiendront dans les 10 régions du pays. Et enfin, au Kenya, une période difficile pour la filière du thé, une filière qui subvient aux besoins de 8% de la population. L'exécutif kényan tente de relever la filière après des années de mauvaise gestion. Un nouveau rebondissement dans l'affaire de monnaie unique dans la CEDEAO, l'ECO. Ce projet de monnaie commune pourrait tomber à l'eau puisque 6 membres de la zone monétaire ouest-africaine remettent en cause cette nouvelle monnaie avec comme motif la non-conformité aux décisions prises au sein de la CEDEAO. Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé que cette monnaie ne sera pas effective en 2020. Les précisions dans ce sujet d'Ange Bijou-Nomenio. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire de la monnaie commune dans la CEDEAO. Suite à une réunion tenue à Abuja au Nigeria, le jeudi 16 janvier, 6 pays membres de la zone monétaire ouest-africaine ont remis en cause la nouvelle monnaie ICO prônée par le président ivoirien Alassane Ouattara. Lors du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja, je pense que nous étions le 18 décembre 2019, il a été décidé de la mise en application de la monnaie unique pour l'ensemble de la CEDEAO, y compris ceux de l'UMOA. Donc cette monnaie s'appelle ECO, avec son sigle EC. Sous la dictée de Macron, les pays de l'UMOA ont décidé d'appeler leur monnaie commune, qui est le franc CFA, depuis 1945. Ils ont décidé de l'appeler ECO, en partageant la poire en deux, en supprimant le compte d'opération tenu au Trésor français, mais en maintenant la parité fixe de la nouvelle monnaie ECO. La réunion d'Abuja a réuni les ministres des Finances du Nigeria, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Gambie, de la Guinée et du Ghana. Le Nigeria, qui est un poids lourd de la sous-région, a toujours montré ses réticences au principe de monnaie unique. Pour le géant pétrolier, l'union monétaire doit forcément passer par le respect des critères de convergence. Les pays de la ZMAO demandent à ce que les chefs d'État et de gouvernement de la ZMAO se retrouvent pour approfondir la question. C'est la suite de cette rencontre qu'on pourrait dire quels sont les résultats ou quelles sont les perspectives attendues par rapport à la nouvelle donne. Une bataille de leadership se profile à l'horizon suite à cette déclaration des pays membres de la zone monétaire. La première chambre préliminaire de la Cour pénale internationale refuse de clore le dossier des violences post-électorales de 2016 au Gabon, et ce, malgré l'annonce de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, de mettre un terme aux investigations. Un revirement ce mercredi 15 janvier où la possibilité d'ouvrir une enquête se concrétise de plus en plus. Une enquête portée principalement sur les exactions commises après l'élection présidentielle gabonaise en 2016. Les explications de Philomentine. Suite à la situation post-électorale de 2016 émaillée par des violences au Gabon, deux plaintes étaient parvenues à la Cour pénale internationale, ces pays se rapportant à des crimes présumés d'une part par le gouvernement et d'autre part par l'opposition. Le dossier des violences post-électorales est réouvert à la CPI alors que le procureur Fatou Bensouda avait rendu la décision d'y mettre fin le 21 septembre 2018. Il faut laisser la justice internationale faire son travail et surtout ne pas l'influencer sur la base des avis des uns et des autres. La CPI est dans un processus normal de procédure. Ceux qui peuvent se prononcer, ce sont ceux qui ont intérêt à agir et particulièrement ceux qui ont porté plainte parce que de part et d'autre, ils ont certainement des éléments pour appuyer leur démarche. Au Gabon, cette crise post-électorale était partie de la réélection de manière controversée et non reconnue par l'opposition du président Ali Bongo Ondimba devant l'opposant Jean Ping lors de la présidentielle d'août 2016. Un mouvement de contestation prévisible comme lors de la précédente présidentielle de 2009.
Le cas du Gabon n'est pas unique. C'est la démocratie africaine qui malheureusement se termine toujours par des violences. Chaque élection en Afrique est toujours soldée par des violences, et même dans les pays où nous pensons que la démocratie est consolidée. Pour le Gabon encore, que dans notre cas, la sérénité semble revenir. La décision de la CPI en septembre 2018 de ne pas ouvrir une enquête sur les violences post-électorales au Gabon de 2016 s'était justifiée par un manque de conditions juridiques selon le procureur Fatou Bensouda. Des élections législatives et municipales prévues le 9 février 2020 au Cameroun. Des scrutins déterminants après l'élection présidentielle d'octobre 2018. Le ministre de l'administration territoriale a effectué ce vendredi 17 janvier une visite des structures en charge de l'impression des bulletins de vote. L'objectif étant de s'assurer que ces scrutins, qui ont déjà été reportés à 2 reprises, puissent se tenir dans les 10 régions du pays. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. Les élections législatives et municipales du 9 février 2020 auront bien lieu dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est ce que témoignent les bulletins de vote de ces 2 régions en impression ici à la société de presse et d'édition du Cameroun, Sopecam. Depuis plusieurs semaines, la structure s'attelle à respecter les délais impartis. À ce jour, les bulletins de vote des 5 partis politiques attribués à cette imprimerie sont disponibles et prêts à rejoindre les communes et les départements concernés. Le matériel a été entièrement imprimé. C'est bien, le paquetage est bien fait. J'ai constaté que le matériel qui va dans telle ou telle région, c'est bien en place. Et c'est d'ailleurs une preuve. J'ai insisté de filmer sur les espaces réservés au nord-ouest, au sud-ouest, pour que les gens comprennent que c'était une haute prescription du chef de l'État, que les élections doivent se tenir partout. Ça veut dire qu'il y a les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements. Du côté de l'imprimerie nationale, les 6 millions d'enveloppes commandées par Election Cameroun et l'ICAM sont prêtes et sont en phase d'acheminement. Le ministre de l'administration territoriale, superviseur de ce scrutin, rassure les partis politiques dont les listes ont été rejetées par l'ICAM que leurs bulletins de vote ont été imprimés par anticipation en attendant le verdict de la Cour suprême. Tous les bulletins de vote par anticipation. Donc ça veut tout simplement dire tous les partis et l'ECAM a déjà géré ce problème. Donc en disant que nous imprimons pour tout le monde, les listes qui ont été réhabilitées, il n'y a pas de problème. Donc je crois que l'ECAM a réglé, les bulletins ont été imprimés pour tous les partis politiques, donc il n'y a pas de préoccupation. Cette visite du ministre de l'administration territoriale intervient quelques jours avant le début de la campagne électorale en vue des législatives et municipales du 9 février 2020. Toujours au Cameroun, le délestage, un réel fléau pour la vie quotidienne des Camerounais. La société en charge de la distribution d'électricité s'est exprimée à ce sujet, justifiant ces délestages par la problématique des factures impayées par les grandes structures. Une situation qui occasionne un gouffre financier dans la trésorerie de l'opérateur électrique national camerounais. Un sujet de Corinne Kamsefem. En 2018, la société de distribution d'énergie électrique au Cameroun a réalisé un bénéfice de 11 milliards de francs CFA. Cependant, dans les ménages, les coupures intempestives perturbent toujours le réseau électrique. À ce sujet, la société pointe du doigt les factures impayées qui mettent à mal sa trésorerie. Le secteur de l'électricité en général connaît une crise aiguë de liquidité. Pour Eneo, il s'agit de sérieuses tensions de trésorerie dues à d'énormes impayés qui nous empêchent d'honorer tous nos engagements vis-à-vis de nos fournisseurs. La conséquence la plus visible se traduit par les difficultés rencontrées dans l'approvisionnement quotidien en fuel pour nos centrales thermiques, entraînant des délestages sporadiques, dommageables pour notre clientèle et plus globalement pour l'économie du pays. Au rang de ces grands débiteurs, plusieurs structures de l'État, notamment la défunte Société camerounaise des eaux, qui à elle seule doit 11 milliards de francs CFA. À l'UCAM, société de production d'aluminium qui affiche au compteur des dettes environ 6 milliards de francs CFA, mais aussi la Société nationale de raffinage. Il faut que l'État se décide à payer, mais il faut noter que l'État a beaucoup de difficultés. L'État a la dette intérieure de l'État. La dette des PME est de l'ordre de 560 milliards.
c'est-à-dire que largement au-dessus de ce que la SONEL demande. Et l'État n'arrive pas à honorer cette dette-là. C'est que l'État va essayer autant que possible, autant que faire se peut, de verser un peu d'argent à la SONEL, mais je ne pense pas que Eneo peut penser qu'ils doivent résoudre ce problème en comptant sur le fait que l'État doit pouvoir, n'est-ce pas, leur apporter de l'argent pour redresser leur situation. À côté de cet aspect financier, la société de distribution d'énergie électrique au Cameroun fait également état de la rareté des poteaux bois nécessaires à l'extension du réseau électrique. Situation due notamment à l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays qui fournissent la matière première nécessaire. Un investissement de plus de 10 milliards d'euros sera alloué au programme d'approvisionnement en eau potable d'irrigation 2020-2027 au Maroc. Un projet ambitieux qui donne accès aux populations à l'eau potable, favorisant ainsi le développement de l'agriculture. Un sujet de Corinne Kamsefem. Au Maroc, les autorités ont lancé le programme prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027. L'objectif du dit programme, améliorer l'approvisionnement en eau potable des populations et développer l'agriculture à travers l'amélioration de l'irrigation du territoire du royaume chérifien. Spécifiquement, il s'agira de développer l'offre hydraulique, faire des économies dans la consommation en eau et sensibiliser l'ensemble de la population sur la valorisation de l'eau. Le programme tombe à point nommé pour faire face à certains dysfonctionnements dans le secteur de l'eau et certains déficits également, du moment que certaines zones, principalement les zones montagneuses et les zones rurales, souffrent encore d'une carence en matière d'accès à l'eau potable. Dans le cadre de ce projet, le Maroc compte construire 3 stations de dessalement de l'eau de mer ainsi que 20 retenues d'eau qui se rempliront pour certaines grâce aux eaux de pluie. Par ailleurs, un autre volet du projet sera axé sur la réutilisation des eaux usées qui seront destinées à irriguer les plantations et les espaces verts, notamment les terrains de golf. Là, il y a un engagement qui est clair de la part du département de finances pour mobiliser les financements, donc mobilisation des financements, à la fois en matière des barrages et pour la mobilisation additionnelle des ressources en eau potable et aussi pour l'infrastructure connexe. Le programme prioritaire d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation 2020-2027 permettra de faire passer les capacités des barrages de 18 milliards de mètres cubes à 27 milliards de mètres cubes. Durant la période de mise en œuvre, le gouvernement investira 10,7 milliards d'euros. Le Kenya est le 3e plus grand producteur de thé au monde, mais cette filière qui fait vivre 8% de la population traverse une période difficile. Les revenus des producteurs de thé sont au plus bas depuis près de 5 ans, une contre-performance due à la mauvaise gestion de la filière selon l'exécutif kényan. Les explications de Ange Bijou Nomenyo. La filière thé traverse actuellement une période de crise au Kenya. De juin 2018 à juin 2019, le revenu des producteurs a chuté à 605 millions d'euros contre 744 millions récoltés en 2017. Cette mauvaise passe n'a pas manqué de faire réagir le président kenyan Uhuru Kenyatta. Lors de son discours à la nation, il a pointé du doigt la mauvaise gouvernance de la filière. En raison de la mauvaise gouvernance, les producteurs qui devraient gagner 91 shillings par kilogramme de thé ne perçoivent que 41 shillings, avec 50 shillings allant aux courtiers et aux intermédiaires. Il est clair que la gouvernance et tout le segment de commercialisation du thé doit être restructuré si nous voulons que les producteurs tirent de meilleurs revenus de leurs ventes. Les mauvais résultats de la filière thé sont également dus à une production excédentaire. Le produit des enchères a été inférieur à 18,6% par rapport à 2018. Malgré tous ces remous, le pays garde son rang de premier exportateur de thé noir à l'échelle mondiale. Il est important que le gouvernement s'engage dans la subvention des exportations du thé. La deuxième solution additionnelle que le Kenya devrait trouver, à mon avis, c'est de penser en même temps à élargir son marché intérieur. Là, à ce moment-là, la mesure de diversification qui est déjà en cours pourrait avoir également des soutiens substantiels qui permettraient au Kenya de ne pas perdre le fond sur le marché mondial. Au Kenya, le thé fait vivre directement ou indirectement près de 8% de la population. Il contribue pour un quart des revenus à l'exportation. En 2018, 416 000 tonnes de thé ont été exportées pour des recettes de 1,4 milliard de dollars. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition sur Africa 24.